La vidéo que tu vas voir est une discussion que j'ai eue avec Alex Viseo. Si tu ne le connais pas, c'est un ancien influenceur et blogueur voyage. Il voyageait dans le monde et il se faisait payer pour ça. Et puis récemment, il a complètement changé de direction et il est passé dans la branche du personal branding. On a notamment abordé tous les questionnements qu'il a eu pendant cette phase de transition, son quasi burn-out qu'il a traversé et sa vision qu'il peut avoir du voyage. On parle aussi d'ego, de syndrome de l'imposteur et de bonheur. En bref, ça va un peu dans tous les sens, mais c'était le but. Si tu ne me connais pas et que tu me découvres avec cette vidéo, sache que moi je parle de technologie et de minimalisme digital, je parle d'addiction aux réseaux sociaux et de comment se sevrer de ces addictions. J'envoie quasiment tous les jours une lettre à mes contacts et tu peux les rejoindre si tu veux, si ça t'intéresse, via le premier lien dans la description. Je te laisse avec la discussion, n'hésite pas à te mettre bien, prends un petit thé. Bonne vidéo. Non, non, non. Je pense qu'au contraire, si je dis une bêtise, faut l'assumer. Ok, super. Comment tu vis ce confinement déjà? Alors moi je le vis plutôt très bien parce que le premier en fait, contrairement à beaucoup de gens, j'avais la chance d'avoir un jardin avec la montagne juste à côté. Je suis dans la région d'Annecy en ce moment. Et pour ce deuxième confinement en fait, du coup là j'ai voulu esquiver. Tu vois, je me suis dit ok c'était cool, j'ai aimé le premier, je me suis ancré, je me suis ressourcé, je me suis reposé. Là j'avais pas forcément besoin ni envie. Du coup j'ai pris un billet d'avion direction Kiev en Ukraine pour vivre le confinement qui n'en est pas un ici différemment. Voilà. Pendant ce confinement, est-ce que tu arrives à travailler et à t'investir dans tes projets ou bien tu es quand même dans cette ambiance où tu as du mal à t'y mettre ou bien tu te fais où ton attention se fait happer par différentes technologies? Parce que moi j'aborde ce sujet parce que c'est un des sujets qui m'intéresse le plus en fait, c'est toute la question du minimalisme digital, de l'addiction aux réseaux sociaux, aux smartphones, mais plus largement en fait à toutes les technologies qui peuvent en fait nous prendre notre attention en otage et parfois faire perdre des jours entiers. Et justement en ces temps de confinement, c'est encore plus présent dans notre quotidien puisqu'on est tous les jours chez nous. Non, sur ce deuxième confinement, j'ai vraiment un rythme de travail comme je peux avoir un peu en mode nomade digital, tu sais. On se trouve un petit café qu'on aime bien et puis on prend un rythme d'horaire de travail normal, mais justement en changeant un peu d'univers et de décor. Et ce confinement, c'est plutôt l'inverse. C'est que dans le premier, en tout cas, là où j'étais vraiment confiné, parce que je sortais pas de chez moi, c'était au contraire ce côté où tu décroches plus. Vu que tu as pu ce côté où tu sais quand tu es entrepreneur, tu as tendance à toujours un peu vouloir travailler un peu plus parce que tu es plongé là-dedans, parce que tu aimes ce que tu fais et que après c'est comme tout, hein, c'est comme n'importe quelle passion et plaisir, faut savoir aussi tu vois lever le pied, hein, même si tu aimes le foot, si tu joues tous les jours 3 heures, il y a un moment ton corps il va lâcher, même le sexe, tu vois, si t'en fais tous les jours 3 heures, je pense qu'au moment il y a autre chose qui va lâcher. C'est con mais il faut savoir aussi tu vois prendre du recul, prendre des moments de pause. Et pendant ce premier confinement, j'avais un peu de mal en fait. Et ce qui finalement m'a même fatigué mentalement et même en termes d'énergie physiquement, à un moment où j'étais déjà très fatigué. Parce que moi j'ai fait une grosse erreur quand j'ai fait ma reconversion, c'est que j'ai pas pris un vrai break, Okay. que je regrette énormément. Mais du coup, au lieu d'avoir eu un confinement où tu vois, je chill et tout, je me suis retrouvé devant mon travail, ma tâche à accomplir, où là il y avait rien d'autre à faire, donc j'étais à fond dedans. Finalement, t'es pas tenté par, je sais pas, aller voir tes mails à longueur de journée qui te distrairaient de ton travail, ou bien d'aller voir l'actualité qui est un peu chargée en ce moment, mais c'est la tentation d'aller voir constamment quelles sont les nouvelles mesures, qui est le nouveau président, etc. Pour tout ce qui est des news, on pourrait dire ouais, mais faut te tenir au courant, etc. Mais en fait, ce que les gens comprennent pas, c'est que les grandes news importantes, les gens te les envoient. Exactement. Il y a un moment sur tes réseaux, ça va te tomber dessus. Et finalement, tu gardes que l'essence, l'info. Pas toutes les analyses bizarres, etc. qu'on va essayer de te filer. Et surtout en ce moment, on va t'alimenter avec de la peur. La peur sous toutes les formes, sous toutes les coutures, en permanence, pour te paralyser. Et pour t'éviter de penser, pour t'éviter tu vois, d'avoir du recul sur tout ça. Donc, non, du coup, je suis pas tenté et je suis pas bombardé par les news puisque je ne les consomme pas, et que justement quand je vois une news je vais aller moi me renseigner sur différents sites, donc je vais pas être en passif, c'est moi qui vais dire ok là je prends un peu de temps pour comprendre un peu ce qui se passe. Et pour ce qui est des mails, en fait ça fait déjà pas mal de temps que j'ai une routine de travail que j'ai dû mettre en place beaucoup plus depuis que je me suis reconverti
professionnellement, puisque avant c'était plutôt des grosses sessions de voyage à travers le monde où je filmais, j'étais tu vois, partout dans la journée de 7h à 23h, j'étais dehors, j'étais en train de rencontrer des gens, vivre des expériences, et quand je rentrais, je montais un peu les contenus qu'on avait captés pendant la journée, et quand je rentrais de tournage et de voyage, c'était à fond, du mail, tu vois, du montage aussi pour finaliser tout ça. Et aujourd'hui où j'ai moins ce rythme de vie intense, on va dire j'ai dû cadrer les choses pour alors justement en gros à quoi ça ressemble. En gros le matin je me lève, je fais ma petite routine matinale, que ce soit prendre mon petit déj, m'étirer, faire un peu de méditation. Ensuite je vais attaquer ma petite heure d'apprentissage. Donc c'est sur un thème en cours, sur une formation en ligne que j'ai acheté. Ça peut être sur du digital marketing, ça peut être sur tu vois, du montage, ça peut être sur des techniques, peu importe, d'expression, ça peut être sur plein de choses. Ça peut être sur du filmmaking aussi pour me tenir un peu au courant. Ensuite on va dire 9h à midi, je vais bosser sur la création de quelque chose. Donc ça peut être la création justement de ma formation, ça peut être la création d'un contenu gratuit. En ce moment, tu vois, je bosse beaucoup sur 2 contenus gratuits qui sont un e-book et qui fait 120 pages, un e-book gratuit de 120 pages et une méthode justement que je vais transmettre aux gens pour, tu vois, créer 1 mois de contenu en une journée, préparer tout ça. Donc ça met du temps finalement à mettre en place, à créer, parce que en fait il y a une différence entre savoir quelque chose et arriver à le transmettre avec une bonne méthodologie. Et l'après-midi, ensuite là je vais être sur mes mails, je vais être sur les projets, je vais être sur les réseaux sociaux, etc. Donc et en fin de journée je fais des podcasts, des choses comme ça. Ouais, ok. Parce que justement, donc tu l'as déjà un peu abordé, tu parlais de ton rythme de vie assez effréné que tu as eu avant ta reconversion. Donc ça c'est quand tu étais influenceur voyage, où tu allais aux 4 coins du monde et alors là-bas tu documentais ton voyage, tu tenais ton blog et puis t'enchaînais au quotidien. Et puis t'as complètement arrêté, limite du jour au lendemain en fait, assez brusquement, et t'as dit à partir de maintenant je fais dans le personal branding. Et quand tu parles de cette reconversion, tu parles d'un presque burn-out en fait. Et moi je trouve ça très intéressant cette notion de trop plein en fait, cette notion de déborder. Et je voulais savoir en fait dans quel état d'esprit tu te sentais pendant cette période pendant laquelle tu sentais que ça allait plus, que si ça te plaisait plus, et pendant laquelle tu as commencé à comprendre qu'il fallait changer. Comment tu te sentais dans cette période-là? C'est une très bonne question. En gros, je pense que quand tu es au bon endroit, au bon moment, en train d'être sur le bon chemin de vie, dans ta bonne mission et dans le boulot qui te passionne, tu te poses pas de questions sur ce que tu es en train de faire. Tu te poses une question de comment tu peux l'optimiser, comment tu peux l'améliorer, mais tu te dis pas est-ce que c'est ce que je dois faire, est-ce que c'est le bon chemin, et tu fonces. Et en fait, tu es possédé par une foi intérieure, un feu intérieur qui te fait enfoncer toutes les portes, sauter par-dessus tous les obstacles et trouver toutes les solutions, même quand tu as l'impression qu'il n'y en a pas. La vie te la met sur le chemin tellement t'es positif, tu vas de l'avant. Et moi j'adorais toujours ce que je faisais, hein. Le voyage, j'adore rencontrer des gens, j'adore vivre des choses, découvrir des cultures, me sentir humble par rapport à la vie de gens incroyables que je rencontrais, j'adorais ça. Mais petit à petit il y a un truc qui commençait en fait à clocher sur se dire mais est-ce que ce que je fais, c'est-à-dire transmettre, inciter les gens à voyager, et puis le faire depuis si longtemps, il y a un truc cette partie-là en fait ne m'animait peut-être plus autant. C'est-à-dire que des fois je savais que le réveil sonnait à 7h, je sais que j'avais une journée de dingue, tu vois, qui ferait rêver tout le monde, qui dans l'idée me faisait rêver, tu vois. Mais tu vois, je remettais un peu le réveil, genre 20-30 minutes, tu vois. Et ça pour moi, ça a été, quand c'était un déclencheur. Quand tu préfères dormir plutôt qu'aller faire ce qui te passionne et ce qui te fait triper dans le fond des tripes, c'est que t'es peut-être plus à ta place. C'est peut-être justement que le chemin, t'as continué tout droit alors qu'à un moment, il fallait que tu tournes pour que ça ait plus de sens, pour que t'ailles vers une évolution qui te fait du sens pour toi. Et en fait, ce petit truc bizarre, il a continué de monter en moi, tout doucement, jusqu'au moment où je me suis dit, attends, moi je dis souvent quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Sauf que ce process de quand il y a un doute, il n'y a pas de doute et que ça devient une évidence, ça prend du temps, plus ou moins de temps en fonction de ce que c'est. Et ça peut être changer de job, mais ça peut être aussi de se dire, je suis peut-être pas avec la bonne personne, tu vois. C'est un process.
Jusqu'au jour, on dit souvent, tu sais, c'est comme quand je suis parti en tour du monde, j'ai claqué ma dème et tout ça. On se dit, ah, il a claqué tout ça du jour au lendemain, il a changé de vie, tout ça. Non, en fait, c'est un process qui a duré plusieurs années jusqu'au jour où je me dis, c'est le bon moment, en fait. Mais c'était une envie, un projet que j'avais. Et là, c'était pareil. C'est qu'il y a un jour, j'étais dans ma douche et je me suis dit, putain, en fait, c'est le moment, faut que je le dise, faut que j'arrête. C'est là, parce que j'arriverai pas à refuser des missions où on me dit, ça te dit de faire découvrir la Polynésie hors sentier battu et de montrer que c'est pas que des lunes de miel ou ce genre de luxe. Bah oui, bah bien sûr que je suis là, bien sûr que je viens, j'adore ça, je trouve ça incroyable et rien que cette idée-là, elle me fout le feu. Mais une fois sur place, il y a des choses qui, tiens, vivre ces moments-là, je les adorais, les capturer, les repartager, il y a un truc qui allait plus. Il y a un truc qui allait plus. Parce que ça fait 10 ans que je le faisais et qu'il fallait tout simplement que, tu vois, mon corps avait besoin d'autre chose, mon esprit avait besoin d'autre chose. Donc à un moment, il y a un moment où tu dis, ça cloche, ça cloche. Et quand en fait, ce petit truc de ça cloche qui n'a l'air de rien, ça s'appelle l'instinct en fait. C'est l'instinct qui dit, mec, t'es pas en train de prendre le bon choix. Et ce qui est fou, c'est que les gens comprennent pas en fait que ce petit truc, c'est la vérité en fait. Et vu que le problème, c'est que cette vérité n'est pas un truc écrit noir sur blanc, ou qui est dit à la télé, ou qui a des flèches devant toi sur ton téléphone en train de dire c'est par là, et bah tu l'écoutes pas. Parce que c'est un truc impalpable, c'est un truc qui s'explique pas, c'est un truc qui est pas rationnel. Et pourtant, c'est ce qu'il faut suivre. Et bah ça prend du temps à se dire, bon bah j'y vais alors. En fait, c'est ça, c'est une petite voix dans ta tête qui est de plus en plus forte. Et puis qu'au bout d'un moment, t'es obligé d'écouter parce que tu te rends compte que c'est pas juste une petite pensée fulgurante. En fait, c'est quelque chose de bien plus constant comme sentiment, un truc qui reste. Je pense que dans ce monde d'aujourd'hui qui est très pragmatique, très matériel, où tout s'explique, où tout a une raison, où tout a une solution, où on peut tout googler, eh ben, essayer de comprendre, vraiment, quand je dis à comprendre, c'est l'intégrer en soi, de se dire que ce que tu ressens, c'est beaucoup plus important que ce qu'on te dit, que ce qu'on t'a appris, que des dogmes qu'on te dit. Et ben en fait, ça c'est dur, parce qu'en fait, c'est déconstruire, c'est rejeter tout ce qu'on te fait croire depuis que t'es gamin, pour en fait te faire plus confiance à la personne qui devrait être la plus importante au monde, c'est toi. Bah ça prend du temps. Et en fonction de ton background, de peut-être aussi de ton background social, culturel, religieux, des mentalités de ta famille et de tes amis, bah ça va être beaucoup plus dur. Ouais, c'est ça en fait, c'est aussi beaucoup lié à l'ouverture d'esprit et à savoir remettre en question ce qu'on pense au fond de nous et l'image qu'on s'est construite de nous, comment on se voit et puis comment on aimerait se voir. Ce moment où tu as du coup laissé tomber ce boulot d'influenceur voyage, c'est parce que c'était du coup, en fait, tu as compris que c'était plus pour toi, qu'il fallait que tu passes à autre chose. Et pourtant, j'imagine que en fait, ça a été au tout début quand tu as commencé à être influenceur voyage, ça a été un combat. T'as dû effectivement te libérer de ce qu'on t'avait toujours fait croire que c'était pas possible ou que ça se faisait pas. Et puis t'as dû toujours te battre pour concrétiser ce rêve entre guillemets. Et quand t'as arrêté ça au bout d'un moment, est-ce que t'as vécu ça du coup comme un deuil ou bien justement comme tu sentais au fond de toi que c'est quelque chose que tu devais faire? Est-ce que du coup t'as vécu ça comme une renaissance ou bien comme un apaisement? Alors c'est vrai que ça a pris du temps, hein. Moi je rêvais d'un job qui n'existait pas à l'époque, hein. Tu vois, on parlait même pas d'influenceur, blogueur c'était même pas un job, tu vois, ça m'a pris 3 ans pour arriver à gagner ma vie, parce que j'avais pas d'exemple, je savais pas comment faire, en fait je me disais même pas que je pouvais gagner de l'argent à partager ma passion, tu vois, parce que moi c'est vraiment ça, hein. Je m'en foutais du reste. Et puis quand on m'a dit, ben fais comme d'habitude, continue, mais là on te rémunère, viens chez nous, je suis ok cool. Et ça c'était assez fou. Donc moi j'hallucinais toujours, tu vois, moi ce qui me faisait triper c'est pas de recevoir, parce que j'ai la chance de recevoir plusieurs récompenses, tu vois, meilleur influenceur, influenceur de l'année, voyage, etc. machin. Et pour moi c'était pas ça le plus dingue, c'était juste d'avoir ce métier, de me dire j'arrive à vivre de cette passion quoi, ça existe et je l'ai, ça c'était barjo. Et le jour où j'ai arrêté, je sentais qu'il fallait que j'arrête, tu vois, donc c'était pas genre oh merde bon bah tout ça pour ça quoi. Je rêvais finalement je mets à la poubelle, ou en tout cas je tourne le dos, ou j'arrête le métier dont tout le monde rêve un peu sur le papier. Quand je dis tout le monde, c'est ce côté un peu vulgarisé, genre oh, t'es payé pour voyager, tu voyages toute l'année, mais c'est incroyable, t'es tout le temps en vacances. Bon, c'est pas du tout vraiment le cas dans les faits, mais en gros pour le vulgariser, pour que tout le monde comprenne, c'est un peu le délire, tu vois. Et quand je suis passé à autre chose, bah c'est pas passé genre ok cool, c'est parti, j'ai ce nouveau challenge, puisque j'ai senti que je devais arrêter ce que j'ai fait, parce que je me suis écouté. Mais à la base, je m'étais toujours promis de le faire quand
j'avais un nouveau cap dans ma vie. Quand il y avait un cap, une direction qui faisait encore plus de sens pour moi. Où je me suis dit, putain, maintenant c'est par là que je dois aller. Le problème, c'est que j'ai arrêté sans avoir ce cap. Donc là, mes plans, ils étaient un peu pourris. Tu vois, j'étais bon, bah merde, c'est comme si tout à coup, on te pète t'es sur un bateau et on te pète ton gouvernail. Et là, tu dis, ah bon bah, on se laisse porter. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait? On en reconstruit un. Et c'est ce que j'ai dû faire en fait. Moi, c'est pas genre, j'ai arrêté, ok, je fais ça. Je suis dans le personal branding, je suis dans la stratégie de création de contenu, je suis dans le marketing digital. Non. Ça m'a pris du temps, ça m'a pris 3, 4, 5 mois. Je suis parti à Bali, 3 mois, 3, 4 mois pour justement me faire mon auto-incubateur où j'essaie de comprendre ce que je voulais, où est-ce que je voulais aller, où j'ai invité des potes, j'ai invité mon équipe à me rejoindre, tu vois, des potes entrepreneurs, des potes qui étaient des proches, qui étaient dans cette réflexion pour essayer de comprendre vers où je voulais aller, ce que je voulais faire. C'était ça le truc. Et quand j'ai commencé à comprendre, je dis ok, faut aller par là, tu vois. Et là où est-ce que j'ai vécu ça comme un deuil, est-ce que c'était compliqué, c'est plutôt quelques mois après, peut-être quand il y a eu le déconfinement, où je me suis dit oula, va falloir que je fasse attention parce que mon nouveau job que j'aime bien, parce que c'est une belle mission. Aujourd'hui, ma mission c'est d'aider les gens à avoir le métier dont ils rêvent et à consolider le métier dont ils rêvent quand ils se sont lancés à leur compte grâce au levier des réseaux sociaux, tu vois. Et ça, je trouve ça génial, d'avoir le métier de passion que moi j'ai eu la chance d'avoir et leur transmettre ce levier des réseaux sociaux et de la création de contenu et de la notoriété. Donc ça, c'est une belle mission. Mais dans les faits, je m'aperçois que je suis devant mon ordi et je suis sur une chaise quasiment toute la journée. Et ça, je m'aperçois que c'est pas pour moi non plus. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'être dans l'action, qui a besoin d'être dehors, qui a besoin d'être au contact des gens. Et même s'il faut toujours faire des concessions pour atteindre un objectif, tu vois, ça peut pas tout de suite rêver d'être quatre coins du monde, faire des conférences, rencontrer plein de gens, si avant t'as pas fait le taf qu'il fallait, tu vois. Tu peux pas être un artiste qui fait des concerts à travers le monde et faire des tournées si avant t'es pas resté enfermé dans ton studio pour claquer ton putain d'album que tout le monde veut écouter à travers le monde. Bon bah là, je suis dans cette phase-là, mais je me dis attention, parce que moi en tout cas, ça c'est chacun, je suis quelqu'un je suis pas un spectateur, je suis un acteur, tu vois. J'ai besoin d'être dans l'action. Mais moi aujourd'hui j'ai du mal à rester devant un film, ça me saoule. Tu vois, je préfère mettre une poubelle et jeter des boulettes en papier et tu vois, faire un challenge avec mon pote pendant 3 heures, ça me fait plus marrer, tu vois. Et donc aujourd'hui c'est pas dans la nostalgie, je dis attention, il faut que je réinsuffle de l'action dans mon quotidien. C'est pour ça que je suis venu à Kiev, tu vois. C'est pour ça que je suis avec mon équipe et que tous les soirs on est là, on va vadrouiller, on va se balader, on va faire des restos, je rencontre des expats, je rencontre des entrepreneurs et tous les jours et les week-ends on rigole, on fait plein de choses. Et ça me fait découvrir, ça me fait d'ailleurs reprendre du plaisir dans le voyage, non plus parce que c'est mon métier, mais parce que c'est juste mon kiff. Donc c'est pas un deuil, c'est attention, je dois réajuster par rapport à qui je suis, tu vois. Mais ça c'est normal et c'est pas toujours facile en fait quand on s'en aperçoit. C'est ça en fait, pour reprendre la métaphore du bateau que tu prenais. En fait, c'est comme si ton objectif c'était une île que tu dois atteindre en étant un petit capitaine. Et puis, ton bateau, en fait, sur tout le chemin vers ton objectif, tu dois réajuster de temps en temps. T'as des vents latérales qui viennent te dévier, t'as des courants, t'as ton équipage qui peut avoir un problème, t'as tout un tas de problèmes qui peuvent survenir vers ton objectif. Et puis en fait, c'est juste un cap à garder finalement. Ouais, mais je dirais même que l'étape d'avant, c'est de trouver l'île en fait. Faut la trouver sur la carte. Et ça, des fois, ça prend du temps. Hein. Et je pense que là, encore une fois, où j'ai fait une erreur, c'est de pas me donner le temps, de simplement être indulgent avec moi-même, d'être patient avec moi-même, de me dire prends du temps, t'es pas obligé de bosser. C'est rare d'avoir la capacité financière de se dire tu te colles dans un coin et tu peux survivre pendant quelques mois et que tu peux payer tes factures sans avoir entre guillemets à faire rentrer de l'argent parce que j'avais mis de côté, j'avais prévu ça, etc. Donc tout le monde peut pas se le permettre et je me suis pas autorisé en fait inconsciemment. Tu vois, j'avais éteint le four, mais le four il était encore chaud. Et du coup, j'étais pas en mode micro-ondes où boum, tu t'éteins et il fait froid. Tu vois, genre j'étais en mode il y a encore 200 degrés dans le four et j'ai pas réussi à arrêter. C'était tout doux, plutôt que me dire 1, ok, je m'arrête. 2, j'ai le droit de pas travailler et de laisser cette idée mûrir. 3, cette idée est grandie, est-ce qu'elle fait vraiment du sens? Ok, je l'intègre dans mon corps. Et 4, prendre vraiment le temps de, tu sais quoi, ok, je connais plein de choses, mais sincèrement et avec beaucoup d'humilité, faire plein de formations sans avoir à travailler à côté. Parce qu'aujourd'hui, je me forme en plus, mais je travaille aussi. Et je pense que c'est vachement plus épanouissant de se mettre à fond dans une chose, tu vois. Et moi, c'était toujours quelque chose que j'ai beaucoup de mal. Ma personnalité me fait lutter contre ça.
Je suis quelqu'un qui essaie de faire tout le temps plein de trucs en même temps et pour moi c'est chiant parce qu'au final tu as beaucoup d'énergie, beaucoup d'éparpillement mental, etc., beaucoup de fatigue mentale. Et c'est ultra important d'être patient, de prendre du temps. Est-ce que ça fait du sens? Oui, ok, je vais bosser, je vais prendre des connaissances. Et puis tu sais quoi, je suis peut-être à Bali sur une plage ou je suis en Afrique du Sud tu vois, qui donne sur la savane et tu vois, je vais être cool là-dessus. Et après, quand je reviens, je suis reboosté à bloc et là, je lâche les chevaux. Et c'est ça c'est là où moi j'ai fait une grosse erreur. Mhm. Oui. Pas prendre le temps de prendre du recul finalement et d'un peu essayer de voir l'ensemble, l'image un peu plus globale. T'as une notoriété qui a pas mal grandi du coup au fil des années. T'as plus de 100 000 abonnés sur YouTube, il me semble. Et puis t'as un podcast, 2 podcasts qui fonctionnent bien, etc. Et du coup, alors c'est un sujet qui revient énormément, j'ai l'impression, chez toutes les personnes, on va dire, qui réussissent dans la vie. Je pense que c'est très global comme sentiment. Et je commence à le ressentir aussi de plus en plus, c'est le syndrome de l'imposteur. Alors, donc j'imagine que tu sais ce que c'est. Mais alors, pour expliquer rapidement aux gens qui savent peut-être pas ce que c'est le syndrome de l'imposteur, c'est le fait de ne pas avoir l'impression de mériter ce qui nous arrive. Le fait d'avoir l'impression d'être un imposteur justement à notre place et que les gens découvrent du jour au lendemain que finalement, on méritait pas vraiment d'être là. Comment toi tu le gères? Comment tu le ressens, ce syndrome de l'imposteur? Ou bien est-ce que justement tu le ressens pas du tout et tu le vis très bien, cette notoriété? Comment ça se passe? Ouais, c'est un super point que tu soulèves parce que c'est quelque chose dont beaucoup d'entrepreneurs, d'artistes, de beaucoup de gens souffrent. Et je pense qu'il y a 2 niveaux. Il y a le côté, comme tu l'as dit, où tu arrives à un niveau et tu te dis merde, mais en fait, putain, je suis une arnaque, tu vois, et tu dis que tu ne le mérites pas. Mais tu as aussi avant, et je crois qu'il c'est encore pire celui d'avant, c'est ce côté où je me lance pas. Parce que qui je suis pour me lancer, pour donner des conseils, pour créer des choses. Il y a des gens qui sont 10 fois meilleurs que moi. Moi, j'ai pas les diplômes, j'ai pas le background, j'ai pas l'expérience. Pourquoi je le ferais, tu vois? Je pense qu'il est pire celui-là parce qu'il empêche tellement de gens de s'épanouir. Moi, j'ai jamais eu le syndrome de l'imposteur. Peut-être c'est à cause de mon gros ego. Il me joue souvent des tours, mais au moins il m'a peut-être aidé là-dessus. Et ça c'est cool dans le sens où j'ai pas eu le syndrome de l'imposteur parce que je me trouvais bon en fait. Ou que je me disais je suis très bon et que c'est génial ce que je fais. Au contraire, j'ai tendance à être plutôt très dur avec moi-même et trouver que c'est toujours un peu pourri ce que je fais et que c'est jamais assez bien. Par contre, en fait, je me suis toujours dit, c'est peut-être pour ça, je pense que le syndrome de l'imposteur, il arrive, selon moi, hein, on peut l'effacer très vite, on peut le supprimer très vite dès qu'on met le curseur autrement. Le curseur, il existe, le syndrome de l'imposteur, quand tu mets le curseur sur toi. Est-ce que moi je suis bon? Est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que je mérite? Est-ce que je suis une arnaque? Est-ce que les gens vont se rendre compte que je suis pas bien, que ceci, cela? Et à partir du moment où le curseur, tu le mets pas sur toi, mais sur les gens, comment je peux faire kiffer les gens? Comment je peux aider les gens? Tu vois, c'est se dire sur, est-ce que ça va les aider eux? Est-ce que ça va les faire kiffer? Est-ce que ça va les faire grandir? Est-ce que ça va les faire rire? Et ben en fait, quand tu déportes ta problématique sur le bien-être des gens, sur le fait que tu vas les faire, tu vas leur apporter une valeur ajoutée, tu vas leur apporter du bonheur, du rire, de la joie, des clés pour résoudre des problèmes. Ben en fait, tu peux pas avoir un syndrome de l'imposteur. Personne qui aide ne peut être un imposteur. Je veux dire, tu peux pas dire bon, j'ai sauvé une vie, là j'étais à la noyade, mais franchement, je suis un peu un imposteur, ça aurait pas dû être moi, enfin, je le mérite pas. Bah si, en fait, t'es le seul mec qui a eu le courage, ou la nana qui a eu le courage d'aller rentrer dans l'eau pour aller sauver la personne qui était en train de se noyer, le gamin, la personne, j'en sais rien, et la personne va pas dire attends, excuse-moi, mais attends, t'avais un diplôme de maître nageur là pour être venu me sauver? Parce que non, refous-moi dans l'eau, laisse-moi crever, c'est pas juste. Non, personne. Si t'es dans une démarche positive où t'es vraiment sincèrement en train là d'apporter quelque chose aux gens, les gens ils seront toujours contents que tu le fasses. Et peu importe que t'aies des diplômes ou 10 ans d'expérience, si t'as apporté quelque chose, terminé, c'est bon, terminé, bonsoir. Et si inversement le gars qui est bardé de diplômes ou qui a une putain d'expérience, bah finalement il se la raconte, il est très égocentré, que tu sens qu'il fait ça juste pour se flatter lui, bah les gens, c'est peut-être lui en fait qui vont dégager en fait. Ouais. Et à partir du moment où t'abordes les choses dans ton job, dans ta passion, dans ton business qui est tourné vers le client, vers les gens, mais tu peux pas souffrir du syndrome de l'imposteur parce qu'en fait, tu t'en fous de toi.
Ce qui est important, c'est les gens. Et les gens, ils t'en voudront pas. Si tu les aides, ils vont continuer à tu vouloir les aider. Et si tu les fais marrer, ils vont pas te dire bon, passe un diplôme de comique pour me revenir sur la deuxième blague là, parce que la première ça passe. Bon, tu vois, il y a pas de contrôle technique de mecs qui veulent aider. Ça n'existe pas. Ouais, c'est ça en fait. En gros, ce que tu veux dire, c'est de se concentrer sur la valeur que t'apportes réellement, plutôt que de la vision que tu as de toi-même ou l'image que tu as l'impression de refléter, et de concentrer sur les faits. C'est de l'ego. Alors c'est de l'ego, on peut dire oui, mais justement j'ai pas confiance en moi, c'est pas de l'ego. Mais si en fait, parce que tu voudrais que ton ego il soit flatté en fait, dans le sens où je suis bon. Mais en fait, on s'en fout. Tu vas le devenir bon si tu fais, si t'aides. Si les gens te disent bah là ça m'aide pas, ok bon bah génial, je vais trouver une autre solution pour t'aider, pour te faire rire, pour t'inspirer. Tu vois. Ouais. Et toi comment tu le vois ton ego alors? Ton ego tu le vois plutôt comme un allié qui t'aide à essayer de te dépasser et te fixer toujours des objectifs plus haut à aller chercher, ou plutôt comme un ennemi que tu essayes d'étouffer pour empêcher que ça prenne le pas? D'étouffer. Ah ouais. Moi, ma petite voix, elle est là toujours à me dire vas-y, c'est toi qui dois être le meilleur, c'est toi qui dois faire ceci. Et j'aime pas ça parce que justement, c'est pas une énergie positive, tu vois, l'ego. Je pense que l'humilité, c'est une valeur que je mets au-dessus de tout. Et qui malheureusement que je dois cultiver parce que c'est pas quelque chose que j'ai naturellement, c'est quelque chose que je dois cultiver à travers la méditation, à travers mes lectures, à travers tout ça, parce que mon ego il va toujours vouloir prendre le dessus sur les gens en fait. Là, j'ai une personnalité où je vais vouloir dominer, où je vais vouloir positionner en dominant, et en fait va falloir que j'utilise cette partie de ma personnalité pour le tourner en positif et non plus vouloir être dominant, mais vouloir être fédérateur, tu vois. J'essaie d'aujourd'hui de tourner comme ça. Et dans ma façon de manager ou de leader mon équipe ou justement de fédérer un groupe de potes ou peu importe, je vais essayer de le tourner comme ça. Je vais essayer d'utiliser cette faculté que je vais peut-être pouvoir avoir à me faire entendre, où les gens vont m'écouter, ou parce que je vais avoir plus d'énergie que les gens, on va peut-être se tourner vers moi, pour non pas rabaisser les gens comme je peux tendance à avoir le faire, et dès que je suis avec des potes je vais avoir tendance à le faire quand je vais charrier, parce que j'adore charrier. J'ai un de groupe de potes où c'est le Vietnam, tu vois, donc t'as intérêt à être plutôt d'avoir de la répartie, sinon ça va être compliqué pour toi. Mais du coup aujourd'hui je le tourne autrement. Je vais aider à fédérer des talents, à prendre des décisions pour trancher, pour qu'on aille tous vers une direction. Mais sinon à la base mon ego, j'essaie effectivement comme tu dis, genre calme-toi en fait. Calme-toi parce qu'il y a aucune raison que tu te sentes supérieur, qu'il y a aucune raison que ce soit toi qui aies les choses plutôt qu'une autre personne. Pas parce que tu as fait mieux quelque chose que l'autre personne qui a obtenu plus que toi, elle le mérite pas, parce que peut-être qu'en fait elle a fait un autre truc un autre jour et que c'est le karma qui lui rend à ce moment-là, et que tu sais pas en fait. Tu sais pas. Donc l'ego c'est quelque chose qui est en fonction des gens, tu vois. Moi j'ai des gens dans mon équipe qui ont vraiment pas d'ego et qui sont très altruistes, très humains, vraiment dédiés aux gens, et c'est des qualités que moi j'admire. Moi j'admire, tu vois, les gens qui sont dans mon équipe, tu vois, qui bossent avec moi, parce que je trouve ça fantastique, leur personnalité naturelle, tu vois. Ils ont même pas à se forcer, tu vois. Moi c'est quelque chose grâce à eux, tu vois, c'est quelque chose dont je m'imprègne au quotidien pour avancer dans la bonne direction qui selon moi est la bonne. À partir du moment où tu vois tout le monde comme une source d'apprentissage, et quelqu'un qui peut t'apporter quelque chose, là déjà tu te remets en mode humilité, tu vois. Et ça peut être la personne qui malheureusement est peut-être SDF dans la rue, comme à quelqu'un justement qui est entre guillemets ton concurrent, mais qui est peut-être en dessous de toi, juste en dessous de toi, tu vas dire attends, tais-toi en fait. Parce que peut-être qu'il est entre guillemets en dessous de toi, j'aime pas ce truc, mais tu vois, sur des grilles, tu vois, des critères de comparaison, on va dire, bref, bête et méchante. Et peut-être que ce mec-là, en fait, il est en dessous de toi, mais dans 2 mois, il aura tué le game. Parce que t'as pas eu l'humilité, peut-être, d'avoir une belle conversation avec lui, qui t'aurait fait comprendre sur des choses que tu dois apprendre, modifier, etc. Donc quand tu comprends, en fait, il y a une phrase qui a vraiment changé ma vie, parce que moi je parle beaucoup et avant j'aimais vraiment étaler ma science, tu vois, et convaincre les gens que mon avis c'était le meilleur. J'essaie de toujours lutter contre ça, mais bon, c'est toujours dur quand c'est ta personnalité. Et la phrase qui a changé ma vie, c'est quand tu parles, tu n'apprends rien. Et ça m'a choqué en fait. Je me suis dit mais putain, je suis tout le temps en train de jacter, mais en fait je suis un mec qui est bête, tu sais, je remue ma merde en fait.
Et voilà, j'ai un bocal, voilà ma connaissance, elle est dedans. Et je fais que remuer ce truc-là. À aucun moment je viens abreuver ce bocal pour apprendre des choses. Et aujourd'hui, et quand je rencontre des gens, je raconte très rarement ma vie. En fait, et ça c'est grâce au podcast que j'ai créé. Ça m'a permis de me taire et de poser les questions. Et d'apprendre à poser les bonnes questions. Et les bonnes questions, ça aussi je l'ai appris beaucoup en voyage. Mais et m'apprendre à me taire, c'était les podcasts. Bon là, évidemment, je fais que parler parce que c'est le principe de ton, Oui, c'est le but. du fait d'être invité. Mais je te jure que d'habitude, j'essaie de me taire. Oui, c'est ça. Oui, apprendre à tirer le meilleur finalement des gens qui t'entourent, à réussir à se cultiver et de faire rentrer de nouvelles perspectives, de nouvelles informations. Tu m'y as fait penser en parlant justement de cette idée, tu vois, de toujours voyager, mais que ça peut pas toujours coller avec des valeurs qu'on a, comme des valeurs écologiques, des valeurs. Bien sûr. Enfin, évidemment, dès qu'on voyage, finalement, qu'on le veuille ou non, on a un impact sur la culture dans laquelle on va voyager. Même si on essaye de le minimiser, voilà, juste le fait d'être en contact avec des gens, ça fait qu'on interagit avec eux. Et c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Moi-même, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu la chance de beaucoup voyager quand j'étais plus jeune. J'ai eu la chance de voir beaucoup de cultures différentes aussi. Et j'ai l'impression, et alors peut-être que effectivement c'est une vision d'un connard qui a déjà beaucoup voyagé, mais j'ai l'impression que il y a énormément ce fantasme du voyage lointain, de la culture qui a rien à voir. Et je voulais savoir parce que en fait toi aussi, donc il y avait à l'époque où tu faisais des vidéos de voyage et tu parlais de voyage, tu allais à l'autre bout du monde comme un peu plus proche. Ouais. Et en fait moi je m'intéresse énormément ces dernières années au voyage et à la découverte proche de chez soi, à la micro-aventure. Finalement, voilà, t'es à Kiev, toutes les cultures de pays de l'Est sont tellement différentes de nos cultures en France, en Belgique. On trouve des paysages, je sais pas, dans le nord de l'Europe, dans les pays scandinaves qui sont semblables à la Nouvelle-Zélande. Donc finalement, il y a ces choses tellement proches est tellement plus accessible que d'aller à l'autre bout du monde. Et j'ai l'impression, j'aimerais que tu me donnes ton avis là-dessus, qu'il y a ce fantasme du voyage du bout du monde, du fait d'aller loin, comme si la distance était donner de la valeur à notre expérience. Je vois ce que tu veux dire. Alors personnellement, moi, c'est quelque chose, je dirais pas contre lequel j'essaie de me sevrer, parce que moi, je suis vraiment addict à ça. Hein. C'est quelque chose que je dois. Pour ça, j'essaie de partir plus longtemps. Quand je pars loin, maintenant, j'essaie on va dire, maximiser le fait que je vais pas juste partir 2 semaines ou 10 jours à l'autre bout du monde comme je pouvais le faire avant. J'essaye vraiment. Et c'est aussi pour ça que j'ai arrêté, parce que je sentais que j'étais plus un bon exemple. Tu vois, j'étais plus un bon exemple de voyageur par rapport au monde en 2020 dans lequel on vit. Et du coup, pour moi, j'ai toujours voulu être mon meilleur exemple et être légitime dans ce que je disais, tu vois, et ce que je transmettais. Et autant je suis convaincu que c'est pas l'avion qui fout la merde dans le dérèglement climatique et dans le réchauffement climatique. Je pense que c'est un des micro-éléments, mais ça en fait partie. Et moi je pensais plus tout ce qui est industrie, consommation de masse, on consomme en permanence, tu vois, changer de téléphone tous les 6 mois, enfin tu vois, c'est vraiment ça qui fout la merde, clairement. Et je pense qu'il faut toujours commencer par balayer devant son palier, tu vois. Et moi, j'achète, tu vois, même si je suis dans la création de contenu, mon téléphone il a 3 ans, mon ordi il a 4 ans, ma caméra aussi, enfin tu vois, j'essaie vraiment d'aller les pousser jusqu'au bout du bout, jusqu'à ce que ce soit obsolète par rapport à mon métier. Et ça c'est important. J'achète très très peu de fringues, je renouvelle très peu ma garde-robe. Souvent je me suis retrouvé à faire des conférences où en fait je passais une vidéo derrière, j'avais les mêmes fringues que sur la vidéo si tu veux, donc pour te dire. Mais voilà, je me dis qu'est-ce que je peux améliorer. Moi c'est l'avion que je prends souvent, donc j'ai commencé à me dire ok bon, il faut que je prenne moins l'avion, en tout cas quand j'y vais, voilà. Et pour répondre vraiment à la question de est-ce qu'il y a un fantasme, tu vois, de partir loin, c'est stylé. Je pense qu'en fait le problème c'est que c'est ultra addictif pour une très simple raison. C'est que quand tu pars loin, tu pars dans une autre culture. Tu pars dans un décor qui est inconnu, où tu n'as plus de repères. Et ton corps, quand il est dans ce genre de circonstances, il est overstimulé. Tous tes sens
sont en train, tes compteurs, ils sont là, tes indicateurs sont qu'est-ce qui se passe? Tous les voyants sont en rouge. Ça sent différemment. On voit différemment des choses qu'on n'a jamais vues avant. On a la compréhension du cerveau de dire qu'est-ce qu'ils font en fait. C'est quoi ce truc? À quelle heure ils mangent? Pourquoi ils font tel geste? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Je ne comprends pas. Et en fait, ton cerveau, il est sous en fait en permanence. Ce qui est aussi se retranscrit sur quelque chose qui est très à la mode. Parce que la méditation est à la mode, c'est ce qu'on appelle t'es ancré dans l'instant présent. Tu penses plus à toutes tes ruminations cérébrales, qu'est-ce que tu dois faire et tout. Tu penses plus à 10 000 trucs à la fois qui te cassent le cerveau et qui sont ultra fatigants en fait, qui te font être nulle part et être partout en même temps. Quand t'es ultra stimulé sur ce que t'es en train de vivre, fondamentalement et techniquement, t'es dans l'instant présent. Et ça t'évite de te coller 3 heures de méditation. C'est juste en un claquement de doigts, tu te retrouves à l'autre bout du monde, boum, t'es ancré dans l'instant présent. Bah ça, c'est ultra addictif. Parce que ça te crée un bien-être qui est surpuissant. Et que les gens, quand ils disent, ouais, moi j'adore voyager au bout du monde, rencontrer la culture, c'est fondamentalement, ils se rendent pas compte, c'est pas ça en fait. C'est ce qu'il y a derrière. C'est la réaction cérébrale que ça leur provoque. Et c'est pas tant de partir aller au Vanuatu, grimper des volcans ou découvrir des fonds marins de malades ou aller au fin fond du Zimbabwe. C'est ce que ça génère en toi en fait. C'est ce truc complètement malade. Et c'est pour ça en fait. Et que quand tu vas aller en Écosse, potentiellement, tu vas, même s'il y a des trucs qui sont fous et qui ressemblent à la Nouvelle-Zélande, et Dieu sait que c'est beau, tu vas avoir tes repères. Et plus tu vas aller dans des lieux où tu perds tous tes repères, et plus tu vas avoir cette sensation puissante, et plus tu vas vouloir la retrouver. Ok. Je te parle de ça parce que tu dois peut-être connaître les médias comme les Others et d'autres choses comme ça qui, moi, justement, ont planifié mes voyages les plus récents. Je pense qu'on est dans l'obligation aussi de revivre des aventures à côté de chez nous. Pour des raisons écologiques, ok, mais je pense que c'est aussi bon de revenir à des choses simples en fait. Moi tu m'emmènes sur une petite cascade derrière chez moi à 15 km, si c'est beau, c'est beau. S'il y a une faculté que j'ai réussi à développer, c'est avoir un œil neuf, un œil d'enfant sur tout ce que je regarde. Pour moi, c'est le skills, un des skills les plus précieux que j'ai réussi à développer. Et mes potes, quand ils me viennent, ils me disent, c'est genre, putain, mais toi, t'as fait tout ce que t'as vu, t'arrives à kiffer, d'être émerveillé avec ça. Je dis, mais ouais, c'est ça que t'as pas compris, en fait. Parce que si tu commences à comparer, à essayer d'aller chercher plus, t'es mort, en fait. Parce que le plus, t'as très vite un plafond. Alors que le neuf, le nouveau, mais le nouveau dans le j'ai pas vu, bah, c'est cool, en fait. La nouveauté est sympa. Sans forcément que ce soit différent à chaque. Et en fait, quand tu arrives en fait à prendre le plus grand des plaisirs et vivre le plus grand des bonheurs, à être dans la forêt à 500 mètres de chez toi, à faire un pique-nique avec tes potes, si tu arrives à prendre du plaisir là-dedans, tu peux aller partout après. Et pour moi, on doit passer par là, ok pour raisons écologiques, mais aussi pour arrêter d'aller si vite, pour arrêter de vouloir toujours plus. C'est reviens à des choses simples. Tu te rendras compte en plus souvent que ça te rend beaucoup plus heureux. Parce que tu remets des choses sur les curseurs, sur les vrais critères de bonheur. Et pas ceux qu'on t'a fait croire. Et ok, après tu peux aller au bout du monde. Mais tu rekifferas encore plus. Parce que tu auras ce mindset de la bonne perception des choses selon moi. Oui, c'est ça. C'est apprendre à ne pas vouloir toujours plus. Et ça se raccroche à ce que tu disais par rapport à la surconsommation. Au fait de pas toujours désirer... des voyages toujours plus loin, des voyages toujours plus extravagants. Extravagant, exactement, t'as raison. Pas besoin d'avoir le meilleur téléphone, le téléphone qui vient de sortir. Ouais. Mais dans les voyages, c'est pas forcément les lieux les plus fous que tu vas avoir les meilleurs souvenirs. C'est dans ce que tu vis. Ce que tu vis avec les gens, avec les galères, avec une émotion, une surprise. Tu vois, c'est ça. Et c'est ça qui fait les meilleurs souvenirs. Et tu peux le vivre à côté de chez toi, comme en Moldavie, ou les trucs qui paraissent pas sexy. Et c'est en fait, c'est pas tant le décor et la plastique, tu vois, du décor, tu vois, qui va dire, waouh, genre là, sur paysage là, 9 sur 10. Non. C'est à quel point t'es prêt à sortir de ta zone de confort. C'est à quel point t'es prêt à te mettre en danger mentalement. Parce que quand tu vas le faire, tu veux perdre tes repères. Et c'est ça, en fait, qui va t'emmener, qui va te créer des choses incroyables. Oui, ça c'est le souvenir que tu crées à l'endroit même.
comment toi tu vis, avec quels gens tu étais, dans quel état d'esprit. Tu t'étais fixé, il me semble que c'était en début d'année, mais tu t'étais fixé un objectif de construire un business et d'en vivre avant la fin de l'année. Où est-ce que tu en es dans cet objectif? Et c'est une très bonne question. Cette question, du coup, je suis pas là encore aujourd'hui. Enfin, si, j'en suis là. J'ai monté un business qui me fait vivre et qui me rapporte de l'argent, mais grâce à toute l'équipe. Parce qu'en fait, dans mon business, on a une partie aussi, on accompagne des talents en digital marketing, où en fait, on accompagne des infopreneurs, des gens qui ont un savoir, qui ont un talent, pour après créer toute la partie packaging pour pouvoir vendre ce talent, parce que c'est bien d'avoir un talent, il faut après savoir le monétiser, et surtout le monétiser d'une façon humaine, bienveillante. Enfin, moi ça c'est mes valeurs, tu vois, donc j'accompagne que des gens qui sont là-dedans. Et on accompagne un talent qui s'appelle Lisa Salis, qui est nutrithérapeute, qui justement s'est lancé, sa mission de vie c'est de démocratiser la nutrition santé et d'être vraiment dans la santé préventive et pas dans la guérison. Et elle a vraiment cartonné, et je pense que ça nous fait, à toute l'équipe, au-delà du fait qu'elle nous permette aussi nous de vivre, tu vois, de ça, parce qu'elle a vraiment cartonné. C'est une reconnaissance incroyable, parce que dans le monde auquel on vit en ce moment et cette période un peu charnière de santé, de voir que ça cartonne autant, des valeurs où on prend soin de soi, on est bienveillant, on reprend le contrôle de sa santé, non plus à travers des médicaments, mais à travers une hygiène de vie, de se nourrir, de comprendre comment on se nourrit. Ça, c'est une victoire. Donc oui, entre guillemets, oui, on vit de ça. Pour la deuxième partie, est-ce que moi, je l'ai construit à travers moi, ma formation, moi, mes produits? Non, j'ai pas réussi encore, et je réussirai pas avant début d'année, parce qu'on vient de décider d'ailleurs ce midi avec l'équipe qu'on allait lancer les choses mi-janvier. Donc je ne réussirai pas, j'aurai un peu de retard sur mon challenge. Exactement. Et avoir l'humilité de se dire, bon, ok, allez, tu sais quoi, j'accepte que j'ai pas réalisé mon objectif. Je pense qu'il faut aussi le faire. Je pense que c'est très bien de se lancer avant d'être prêt. On apprend et on se prépare en faisant. Je pense aussi que j'apprends à être indulgent avec moi-même, de me dire ok, tu sais quoi, des fois oui, c'est pas grave, on lance pas à l'heure, on n'est pas aussi bon qu'on croyait, et tu sais quoi, je vais bien m'endormir et je m'aime bien, et c'est déjà un bon job. C'est une question que je trouve qu'on pose pas souvent en interview, et pourtant qui me paraît essentielle. Alors, fais gaffe, parce que là ça veut dire que là tu t'es chauffé, genre tu t'es auto-promotionné. Si la question est pourrie, ça va faire un soufflet, fais gaffe. Je vais peut-être te décevoir du coup avec la question, mais peut-être, moi, on sait pas. Je l'ai très rarement vu en interview et je la trouve très importante. Vas-y, j'aimerais juste savoir si en ce moment tu es heureux. Très bonne question, très bonne. Je la pose pas en podcast parce que je la trouve très intime, et pourtant je trouve que c'est une question très pertinente, et c'est une excellente question. Je te dirais non. Je suis pas heureux parce que je sens que j'ai des choses encore à remettre dans mon quotidien pour être 100% là où je dois être. 100% comme je dois être. Et je pense que s'il se passe des choses aujourd'hui dans notre monde qui m'empêchent d'être pleinement heureux, parce que ça me fait de la peine ce qui est en train de se passer, tu vois. Et je pense que c'est... Alors après, il faut vraiment... Le bonheur doit être décorrélé de la situation extérieure normalement. Mais ça me fait trop de peine pour plein de gens, et pour la situation actuelle qui est en train, selon moi, de partir vers quelque chose où en gros on est en train de perdre nos libertés, on est en train de devenir de plus en plus des esclaves d'une société, on va être de plus en plus des pions, et ça m'embête parce que pour moi tu vois, le bonheur c'est la liberté, justement, c'est la liberté de penser, c'est la liberté de se déplacer, c'est la liberté d'être, et on est en train de la perdre vers quoi on est en train d'aller à travers plein de choses qui sont en train de se passer, à travers une accélération technologique qui va nous, certainement très prochainement, nous faire perdre beaucoup de liberté, soi-disant au profit de la santé et de la sécurité et du confort. Mais justement, les gens ont peu de recul là-dessus, et ça donc c'est vraiment sur deux choses. Sur le plan, je dirais mondial, ça m'attriste, et sur le plan même personnel, du coup, parce que du coup je suis pas tout ça à ma place, parce que récemment je suis vraiment j'ai fait un virage complet, tu vois, et que ce soit en termes personnels, ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. Et je dirais que je dois vraiment faire un travail sur moi pour voir ce nouveau chapitre from scratch comme un cadeau, et non pas comme
Parce que le problème, c'est que vu que je t'avais dit au début que j'avais pas fait de break, je manque un peu d'énergie. C'est comme quand tu sais que t'as fait une nuit blanche et que t'es un peu fatigué. Souvent, tu dis putain, tu vois que des problèmes, t'arrives pas à trouver de solution. Tu te claques une bonne nuit de 10 heures, tout à coup tu te réveilles, tu dis ah, mais ok, en fait, faut que je fasse ça avec ça, avec ça, avec ça. Et en fait, je suis un peu dans cette phase-là. Cette phase où faut que je prenne du repos, faut que je prenne du temps pour moi, pour vraiment réapprécier les choses. Parce que pour moi, le bonheur, il est pas tant dans ce que t'as, si ce n'est que comment tu le perçois. Et aujourd'hui, à travers ce que j'ai vécu, plein de choses, plein d'émotions qui sont pour moi très stimulantes, hein, très très positives. Mais je dois faire un travail sur moi pour les percevoir comme un vrai cadeau. Donc je te dirais que si je suis pas heureux, c'est comme souvent, c'est ma faute. C'est pas la faute des gens, c'est pas la faute extérieure. Je pense que j'ai une bonne santé, j'ai un toit, je peux manger tous les jours, j'ai des gens à qui parler, j'ai des gens qui m'aiment, donc tu vois, je suis un des 0,0000001% des gens les plus heureux de la planète, et que si je le perçois pas à fond et sincèrement comme tel, c'est que c'est ma faute. Donc c'est à moi de travailler dessus. Eh bien, merci beaucoup Alex. Avec plaisir Arthur. Où est-ce que je renvoie les gens qui veulent te suivre, qui t'ont peut-être découvert avec cette vidéo? En fait, c'est une bonne question. L'avantage, c'est que ça fait pas mal de temps que je suis sur le digital, donc j'ai créé des supports et je suis sur toutes les plateformes. Du coup, c'est en fonction de ce que les gens aiment. Ils peuvent, s'ils aiment l'audio, ils voyagent, ils pourront aller sur le podcast Je t'emmène en voyage. S'ils sont plutôt business, ce sera sur le podcast Les Entrepoteurs. S'ils aiment plutôt les réseaux sociaux, ils peuvent me trouver sur Instagram, sur Facebook, LinkedIn ou même sur YouTube, j'ai ma chaîne. Donc suffit de taper Alex Viseo, V-I-Z-E-O, Alex Viseo, et puis en fait sur peu importe le réseau social, ils devront me trouver facilement. Voilà. C'est quoi ton positionnement? Enfin, ce serait quoi ton produit, ou dans l'imaginaire ou dans la perfection de ce que tu pourrais faire? Pour l'instant, donc moi ma thématique, c'est avant tout le minimalisme digital et les nouvelles technologies, parce que c'est des combats que j'ai menés et que ça m'amuse énormément d'en parler. Et donc j'ai mes vidéos qui sont surtout pour que les gens me découvrent, et puis j'envoie moi après de mon côté j'envoie des lettres en fait à tous mes contacts. Et en gros je leur parle une fois tous les 2 jours, j'envoie l'équivalent d'un article. Ah quand même. Ouais, je suis du coup comme ça t'aimes bien écrire. Ouais, j'aime beaucoup. Mais après c'est pas des Génial. énormes articles, hein, c'est des articles de 500 600 mots. Et faut les claquer quand même. voilà, mais du coup j'envoie ces mails où je parle de nouveau de technologie, d'addiction aux réseaux sociaux.